Là, je fais un petit rush de café, puis je parle vite en général. Fait que peut-être me faire un eye contact si je m'emballe un peu trop. Donc, je vais vous remercier de votre présence parce que j'ai maman d'un jeune bébé, puis je commence à comprendre l'entièreté de la logistique que les déplacements peuvent prendre pour arriver à un endroit. Donc, merci de vous être donné cette peine-là pour nous entendre. J'aimerais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, prendre quelques secondes, comme ma collègue Mélissa l'a fait tout à l'heure, pour remercier l'ensemble des employés puis des bénévoles qui, par leur travail acharné qui est visible et ou invisible, qui ont fait que cette journée-là est possible. On s'inscrit dans quelque chose qui a été rarement vu, sinon jamais. Puis j'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres choses par la suite. Donc, mon nom, c'est Geneviève Vaillancourt, je suis étudiante en sociologie. C'est mon collègue ici, c'est Adam Pétrin. Il est étudiant au baccalauréat en travail social et permanent sociopolitique au syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin. On est tous les deux militants et militantes dans le comité unitaire du travail sur le travail étudiant. Puis nous, c'est le campus UQAMien. Oui, pour la présentation, dans le fond, nous allons faire une brève introduction pour expliquer comment a été créé le CUTE. Par la suite, nous allons présenter les deux axes. Dans le fond, la première pour la reconnaissance des parents étudiants qui va être présentée par Geneviève et la deuxième sur la rémunération des stages qui va être présentée par moi-même. Ces deux axes ont un point en commun, celle d'une lutte pour être appréhendé en termes d'exploitation et de travail. À notre sens, tout travail nécessite salaire. Faute de temps, nous faisons ici qu'un bref survol de notre campagne. Vous retrouverez l'essentiel de notre argumentaire plus amplement déployé dans les magazines. Il y en a un en arrière. On en a fait deux. Je pense qu'il y en a juste... je pense qu'il y a le dernier actuellement. Sinon, on a un site Internet et on a une page Facebook. Mettons quelque chose au clair, nous sommes toutes et tous d'accord que le salariat n'est pas une panacée. Nous appréhendons le salariat comme une stratégie de lutte, un point de départ, un dénominateur commun sur lequel nous pouvons bâtir collectivement un rapport de force. Par rapport au CUTE, ça a été créé au syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin. En l'hiver 2016, le syndicat étudiant s'est positionné en faveur de la rémunération des stages et du salariat étudiant plus en général, parce que nous, on fait le lien entre les deux. Pour promouvoir ces revendications, les militantes et militants du SSMV ont décidé de créer les CUTE. Par la suite, des CUTE ont été créés à l'UQAM, à l'UDM, à l'UQO et au Cégep de Sherbrooke. Depuis un rassemblement, une manifestation, le 16 février à Québec, ont été organisés pour revendiquer la rémunération des stages. Plus de 30 000 étudiants et étudiantes étaient en grève cette journée-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à cette journée de grève-là? C'est surtout des associations étudiantes qui n'étaient pas habituées à faire des moyens de pression. C'est donc important de le souligner. Le CUTE a aussi organisé plusieurs panels, comme aujourd'hui, de discussion sur différents sujets reliés au travail gratuit. Puis quand on parle de travail gratuit, on parle du travail ménager, du travail des parents, puis de la rémunération des stages et aussi sur la question des études. Nous, ce qu'on revendique, c'est pas juste une rente, c'est pas juste des bourses, des prêts et bourses. Nous, c'est vraiment un salaire parce qu'on se considère comme des travailleuses et des travailleurs. Puis nous, on considère que nous voulons mettre fin, dans le fond, au travail gratuit qui nourrit, selon nous, le capitalisme. À la maison comme à l'école, on y trouve les mêmes mécanismes d'exploitation, c'est-à-dire une réflexion en termes de vocation ou de choix individuels, un peu comme Mélissa disait tout à l'heure. Ces choix, nous le savons, sont socialement construits et socialement orientés. Nous abordons la parentalité comme un acte social qui bénéficie à l'ensemble de la communauté à court, moyen et long terme. Nous postulons que la parentalité comme travail permet de proposer une analyse en termes de division sexuelle et, dans une plus large mesure, d'exploitation, ce qui nous permet notamment des pistes de solutions sous le prisme de la collectivisation, du rapport de force ou des luttes. Pour les femmes étudiantes et ayant des enfants, le continuum d'exploitation entre les institutions familiales et scolaires se vit au quotidien comme un frein à l'éducation et à des conditions de vie décentes. Dans le cadre d'une conférence en 2007 tenue à Montréal, la sociologue féministe française Christine Delphi s'est penchée sur le travail parental. Par exemple,
Dans un couple hétérosexuel habitant sous le même toit, elle démontre que si la répartition des tâches semble plus équilibrée aujourd'hui qu'on peut penser, disons, il y a 50 ans, à l'arrivée du premier enfant, la distinction des rôles sexuels s'accentue fortement. Donc, non seulement la part de travail ménager des hommes stagne, mais dans certains foyers, elle tend à diminuer. Les femmes font alors environ 80% des tâches qui sont liées à la gestion du domestique et à l'éducation de l'enfant. Nous avons conscience, comme on l'a dit plus tôt, que le salaire pour le travail ménager à l'éducation des enfants ne va pas abolir ni le patriarcat, ni l'oppression des femmes ou le capitalisme. Néanmoins, nous pensons que transformer le paradigme de conciliation travail, famille, études en regroupant ces 3 axes sous la bannière du travail consiste en une piste foisonnante pour l'amélioration de nos conditions de vie. L'acquisition de conditions matérielles d'existence meilleures, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est l'argent qui paye nos loyers puis l'épicerie. D'autant plus que ce statut a le potentiel de déprivatiser l'oppression patriarcale et ses formes de résistance. Ça va permettre aux plus précaires de se rassembler, de partager leurs conditions communes et leurs stratégies de lutte, ce qui peut amplement dépasser les 4 murs de la propriété privée ou les 4 murs de l'école. Nous croyons donc que, malgré les différentes formes de configuration parentale, ça peut être monoparentale, homoparentalité ou j'en passe, nous avons tous et toutes un point commun, celui d'avoir la charge d'enfant, qui se doit d'être utilisé comme un levier de lutte collectif pour des gains potentiels. Plusieurs d'entre vous avaient dû vous frotter au monstre bureaucratique qu'est le RQAP. Suite à l'accouchement ou à l'adoption, il est possible de bénéficier du régime québécois d'assurance parentale qui couvre, selon le régime choisi, jusqu'à 70% des salaires annuels. Pour y avoir accès, les parents doivent remplir certaines exigences, dont notamment avoir travaillé un nombre minimal d'heures lors de l'année d'imposition. Bien sûr, les études n'étant pas comptabilisées comme travail, plusieurs parents étudiants ne peuvent pas avoir accès à cette ressource, forçant ainsi un retour accéléré sur les bancs d'école. Il n'est pas rare de croiser des parents étudiants qui, après 1, 2, 3, 4 semaines, doivent conjuguer les nuits blanches, se remettre physiquement de ce marathon physique et terminer les examens. Lorsque celles-ci ont accès au RQAP, la précarité étudiante vient souvent avec des emplois sous-payés. Donc, 70% d'une mère aux études est loin d'être le même du 70% du salaire d'une comptable, d'une professeure ou d'une physiothérapeute. Pourtant, les tâches sont les mêmes, les nuits sont toutes aussi courtes et les couches toutes aussi nauséabondes. La création d'une catégorie de travailleuses et travailleurs parentales permettrait de gommer les inégalités de revenus qui sont préalables à l'accouchement et, dans une seconde mesure, s'inscrit en cohérence avec notre postulat que la parentalité, au-delà du choix individuel, constitue un acte social dont la responsabilité et les coûts se doivent d'être collectivisés et rémunérés. En ce sens, le statut de travailleuse ou travailleur parental permet d'adresser nos griefs directement à l'État et non seulement à son ou à sa partenaire, dépassant ainsi le cul-de-sac analytique de la chicane de couple où mon chum en fait pas assez. Donc, on fait juste déplacer l'axe puis on change un peu d'ennemi si on veut. La qualité des accommodements pour les nouveaux parents, quoique piètres, ne sont pas les mêmes en fonction de nos cycles d'études. Probablement que mes collègues qui travaillent sur la question des politiques familiales pourront en parler plus amplement. Mais ici, on va juste souligner qu'ils ont un point commun, c'est celui de maintenir valide l'inscription des parents sans qu'ils et elles doivent payer leurs frais de scolarité. Donc, si moi, je suis à la maîtrise, j'ai 3 sessions que je suis maintenue inscrite, sauf que je n'ai pas à payer les frais de scolarité et je n'ai pas à remettre de travaux. Ce soi-disant accommodement, par contre, il cache un revers, celui de ne pas maintenir valide notre adhésion à notre association étudiante et, par le fait même, nous priver de notre régime d'assurance collective. Donc, adieu à l'accès aux soins de santé à moindre coût. Il ne reste qu'à se croiser les doigts pour ne pas avoir de caries ou une vue qui baisse ou encore un bébé qui a besoin d'aller à l'ostéopathe. Nous pouvons aussi saluer au passage le travail acharné de nos collègues de l'APETUL, de l'Université Laval, à rendre visible cette discrimination. La parentalité, exclue de la sphère du travail salarié, implique plusieurs risques de blessures qui ne sont pas couverts par la CSST ou par les assurances collectives de notre association étudiante. Pourtant, nous faisons des tâches répétitives, nous soulevons des tâches assez lourdes, parce que, mine de rien, un bébé et tous les objets périphériques, c'est quand même lourd. Les espaces qui ne sont pas adaptés non plus au biberon et à l'allaitement, donc nourrir son enfant peut créer plusieurs douleurs au dos, aux épaules, aux reins.
Puis, dans le fond, il y a aucune les ressources qui sont présentes pour la santé mentale sont la plupart du temps hors de prix. La catégorie des travailleuses et travailleurs parentales permettrait donc de collectiviser les conséquences physiques et psychologiques, parfois invisibles, liées à l'éducation et aux soins des enfants, tout en obtenant des paramètres clairs quant à l'abus ou le harcèlement dans le cadre de nos fonctions parentales. Oui, juste en introduction, je pense que c'est important de voir quelques statistiques. Il y a présentement, les parents étudiants représentent entre 20 et 25 de la population universitaire québécoise, donc 70 de ces parents sont des femmes. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'inscrire dans des programmes collégiaux universitaires et obtenir leur diplôme ou leur grade. Par exemple, au cégep Marie-Victorin, un cégep ayant une prédominance de techniques typiquement féminines, travail social, éducation spécialisée, éducation à l'enfance et réadaptation physique. Selon la politique de stage, il y a environ 1200 ententes annuelles entre le cégep et les milieux sur 4400 étudiantes. Donc, on voit que ça touche quand même pas mal de monde. Moi, je suis issu de ce cégep-là. J'étais en travail social aussi. Donc, je connais un peu c'est quoi la réalité des stages. Par la suite, ce qu'on remarque, c'est tout un point commun. Les stages sont non rémunérés. Ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille que notre lutte pourrait fonctionner, c'est la grève des psychologues cet automne. Ils ont réussi à obtenir, dans le fond, une rémunération, une bourse. Nous, dans le fond, la lutte nous a amené la question pourquoi il y a des stages payés alors que d'autres ne le sont pas. On pense souvent que les stages ne sont pas rémunérés, mais ce n'est pas le cas. Il y a des stages qui sont rémunérés. Par exemple, il y a les stages en génie et en informatique qui sont rémunérés dans la plupart des cas. Le premier stage de technique informatique est d'ailleurs payé 15 $ de l'heure, donc qui est quand même pas pire. J'aurais aimé ça avoir ça pendant mon stage en travail social. Dans le rapport Granger découlant de la grève des étudiants en psychologie, il est suggéré que les internes ne soient pas rémunérés par l'institution qui les accueille, mais qu'ils reçoivent plutôt un soutien financier sous la forme de bourse. Pourquoi privilégier une bourse plutôt qu'un salaire? Luc Granger réitère pourtant à plusieurs reprises dans son rapport que les internes effectuent les mêmes tâches que les psychologues, entre 71 et 80 % du temps, et que les services ainsi rendus dans le réseau de la santé sont indéniables. On se rappelle que le réseau de santé y capotait bien raide quand que les psychologues, les futurs psychologues et futurs psychologues allaient être en grève. Une des premières craintes qui est dit dans le rapport, ça concerne le risque de syndicalisation. Parce que si on devient des travailleuses, on peut se syndiquer. On se retrouve ainsi devant un curieux phénomène. On reconnaît les internes comme une main-d'œuvre qualifiée, mais au même moment, on limite leur possibilité de s'organiser pour être respectés. Voilà un exemple concret de l'intérêt de réclamer une pleine reconnaissance du travail étudiant, autant pour la valorisation du service produit que pour ce qui implique en termes de droits. Bon, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais sauter, dans le fond, tout de suite, la conséquence du travail gratuit. Le statut de stagiaire va précariser le milieu du travail. Par exemple, dans le milieu communautaire, moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le communautaire. Les conditions de travail ne sont pas super, on va se le dire. Présentement, l'État ne finance plus les organismes à hauteur des besoins. Les organismes communautaires doivent souvent recourir aux stagiaires parce qu'il y a un besoin. Le besoin est, on va se le dire, presque infini pour l'avoir fait longtemps. Du même coup, les travailleuses déjà en place acceptent la fatalité des heures supplémentaires non payées sous prétexte que, de toute façon, des stagiaires, des bénévoles sont prêts à le faire gratuitement. Ensuite, le statut de travailleuse permettrait de créer un rapport de force face aux employeurs et à l'État. La reconnaissance des stages comme un travail viendrait un peu enlever le flou derrière la question patronale. Présentement, les personnes en stage n'ont aucun recours face à l'employeur au milieu d'études. Les associations ne peuvent pas vraiment intervenir avec les milieux de stage. Moi, je travaille dans un asso étudiante, puis quand il y a une question des stages, le lien n'est pas avec le stage, mais avec le milieu d'études. Donc, s'il y a une injustice dans le milieu de stage, on n'a aucun pouvoir là-dessus.
Donc, on considère que la reconnaissance de l'étudiante stagiaire comme travailleuse permettrait aux étudiantes de s'organiser dans une optique de lutte et de syndicalisme. On va faire une super rapide conclusion. Donc, juste souligner en 2-3 mots que tout ça est évidemment très embryonnaire. On est encore en train de construire notre argumentaire, puis évidemment, ça fait plaisir d'en discuter avec vous si vous voulez collaborer. Nous sommes ici convaincus de la pertinence de notre projet, puisque depuis quelques mois, la question du travail parental et de son arrimage à une lutte contre les stages non rémunérés typiquement féminins nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes, des parents étudiantes, des guerrières, des militantes de qualité qui, jusqu'avant, ne s'étaient pas impliquées parce qu'elles ne se sentaient pas représentées dans les luttes étudiantes des dernières années, ce qui est pour nous un signe porteur d'espoir. La lutte pour la reconnaissance de la parentalité comme travail, incluant la donnée du fameux congé parental, comme si on était en congé, s'inscrit à notre sens en lien avec la politique familiale en cours, auquel nous offrons évidemment notre plus humble solidarité. La question de la continuité entre le travail parental et le travail des stages, tous deux non rémunérés, permet de couvrir un angle mort commun, celui du flou des conditions qui sont liées à ce statut, qui sont en dehors des murs de l'institution scolaire, auquel nous sommes pourtant rattachés. Penser la parentalité comme travail nous sort du discours et du paradigme de misérabilisme et de compensation pour nous offrir une opportunité de solidarité, d'empowerment et de lutte pour une reconnaissance de notre statut. Merci.